3 thématiques. Premièrement, l'épreuve de l'opportunité de la certification pour un renouvellement, l'épreuve de l'usage de la certification et l'épreuve de sa valeur sur le marché. En deuxième thématique, nous aborderons la mise à jour des référentiels de la certification lors d'un renouvellement ou en vue d'un renouvellement. Et pour la troisième partie, nous traiterons des contrôles de ses propres modalités d'évaluation en tant que certificateur et aussi du contrôle des partenaires habilités si on en a pour la certification. Donc, on va d'abord vous présenter des points d'ingénierie et ensuite, à la fin du webinaire, on prendra vos questions avec Goulven Droumaguet. Donc voilà, moi je suis consultante senior en ingénierie et politique de formation à Centre Info, je suis Valérie Elouin, et puis Goulven, nous le verrons tout à l'heure, est chef de service RNCP de France Compétences. Nous aurons des remontées de vos questions du chat par Marilyn Gesbert, la directrice de l'Observatoire de Centre Info. À ce propos, j'attire votre attention sur les questions. Le mieux serait que vous attendiez un tout petit peu le déroulé de ce webinaire pour que vous puissiez trouver déjà un certain nombre de réponses à vos questions, puis de voir si nous n'avons pas traité vos questions, de les poser à ce moment-là dans le chat, mais d'attendre un tout petit peu pour ne pas... Voilà, vous êtes très nombreux en ligne et du coup pour qu'on puisse avancer et prendre des questions qui justement n'auront pas été traitées pendant le webinaire, le cas échéant. Donc, premier point d'ingénierie pour ne pas perdre de temps et rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Donc, il s'agit de l'opportunité de la certification pour un renouvellement et aussi des preuves de l'usage et de la valeur d'usage de la certification professionnelle pour le RNCP. Donc, l'opportunité d'une certification au RNCP va se définir en réponse à une question précise. La certification que je propose, donc les compétences que j'entends certifier, répondent-elles à un besoin concret sur le marché du travail français aujourd'hui et si possible pour les années à venir, donc avec une dimension prospective. Et il s'agit de besoins en termes de besoins d'emploi pour un métier visé puisqu'on est sur l'angle du RNCP. Puisqu'on parle d'angle, on va avoir deux périmètres de la certification en France. Donc, premier périmètre, c'est colonne de gauche, le RNCP. Alors, certains d'entre vous connaissent bien le tableau, hein, mais on y a intégré les dernières nouveautés, donc n'hésitez pas à le regarder. Donc, le RNCP, on y trouve sur un périmètre métier entier des diplômes délivrés au nom de l'État par l'État, c'est la première catégorie, la première ligne du RNCP. Deuxième ligne du RNCP, ce sont les CQP, les certificats de qualification professionnelle. Ce sont des certifications qui sont délivrées uniquement par les branches professionnelles. Donc, c'est des certifications qui sont centrées sur des besoins pour les secteurs en particulier. Et puis, dans la troisième catégorie, donc, on va trouver les certifications d'organismes publics et privés qui ne sont ni dans la première ni dans la deuxième catégorie. Vous voyez donc, cette dernière catégorie est enregistrée sur demande, sachant que les CQP aussi sont enregistrés sur demande. Et puis, on a tout en bas, structuré en bloc de compétences. Et oui, parce que depuis janvier 2019, les certifications du RNCP, sauf exception tout à fait exceptionnelle, sont structurées en bloc de compétences. Ce périmètre-là du RNCP est complété par un autre périmètre de certification et habilitation qui sont celles du répertoire spécifique, avec un périmètre beaucoup plus restreint. Il s'agit d'un groupe de compétences homogènes. Donc on a, première ligne, les habilitations découlant d'une obligation légale ou réglementaire. Donc on parle souvent d'habilitation réglementaire. Vous les connaissez pour certains d'entre vous dans vos secteurs et sont enregistrés de droit. Et puis, on a trois autres catégories au répertoire spécifique. Je passe rapidement parce que ce n'est pas l'objet de notre webinaire aujourd'hui. Les certifications dites transversales, c'est-à-dire qui sont valables pour tous les secteurs et quasiment tous les professionnels, comme par exemple des langues, de la bureautique, du tutorat. Et puis, on a deux autres catégories qui sont les certifications de compétences complémentaires à un métier et relatives à des techniques ou des méthodes appliquées à ce métier.
Et puis enfin, des certifications couvrant une activité professionnelle autonome, complémentaire, comme une corde de plus à son arc, comme par exemple une activité de coaching pour un formateur. Par exemple, ça sera donc la dernière catégorie du répertoire spécifique. Ces certifications du répertoire spécifique ne sont pas concernées par la structuration en bloc de compétences. Donc, rentrons dans le vif du sujet. L'étude d'opportunité, elle est à produire pour le répertoire national des certifications professionnelles, oui, pour un premier enregistrement et aussi pour un renouvellement, parce qu'il s'agit de prouver que le besoin d'emploi sur le métier visé par la certification professionnelle du RNCP est toujours avéré, est toujours porteur, a toujours une réalité sur le marché du travail aujourd'hui. Et donc, on va être amené à prouver ce besoin d'emploi pour cet emploi type par une étude quantitative des offres d'emploi et une étude qualitative des évolutions, le cas échéant, du métier visé, de ses compétences. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire appel à des sources extérieures. On va collecter des preuves, des études, des références, des avis d'un certain nombre d'acteurs qui ont intérêt à parler de ce projet de certification ou de ce projet de renouvellement, en l'occurrence. Et un certain nombre de sources officielles peuvent être sollicitées à ce titre. Je vous en ai mis quelques-unes à l'écran: Pôle emploi, l'APEC, France Stratégie, les branches, les entreprises, les organisations professionnelles, etc. Et donc, on va avoir un certain nombre de preuves à fournir dans un document qu'on va appeler étude d'opportunité. Si c'est un métier en émergence, il va falloir créer la donnée, parce qu'on ne pourra pas la collecter, ça sera beaucoup plus compliqué. Et puis ensuite, donc on va charger un document qui s'appelle « Étude sur le métier et les secteurs visés » sur le système d'information de France Compétences. Pour le RNCP, il faudra télécharger ce document-là qui est demandé. Et donc, ça permet de répondre aux critères 1 et 2 et éventuellement aux critères 9 d'enregistrement au RNCP. Pourquoi aux critères 9 ? Parce que si vous avez interrogé là où les branches professionnelles qui sont concernées ou intéressées par votre projet de certification, alors vous pourrez le mentionner dans cette étude d'opportunité et du coup remplir, en quelque sorte, satisfaire aux critères 9 de l'enregistrement au RNCP. Maintenant, pour un renouvellement, il va bien évidemment être obligatoire de prouver que la certification elle a été usitée, qu'elle a été utilisée. Quel est l'usage qui en a été fait par le marché du travail, par les employeurs, par les candidats? Est-ce qu'elle a eu un certain flux? Alors évidemment, le flux ne sera pas identique pour un développeur web, par exemple, et un clown d'intervention sociale, par exemple. On peut avoir évidemment des promotions qui sont beaucoup plus petites pour des métiers de niche que pour des métiers en fort développement. Donc, on va avoir un flux de certifiés et on doit pouvoir rendre compte de ce flux de certifiés pour la période d'enregistrement, même si parfois, bon, on a des cassures. On a vu, le Covid a fait que, par moment, un certain nombre de certifications n'ont pas forcément été mobilisées. Mais ce n'est pas pour ça que pendant toute la durée de l'enregistrement, elle ne l'aura pas été. Alors ensuite, on a donc l'opportunité, on a l'usage qui est fait de la certification et puis on a la valeur d'usage. Alors qu'est-ce que ça veut dire la valeur d'usage? Ça veut dire que pour un renouvellement, il va falloir qu'on prouve que la certification permet bel et bien aux candidats et aux certifiés qui l'ont obtenu d'exercer le métier visé tel qu'on l'avait annoncé dans l'intitulé de la certification. Alors, petite précision, une promotion, c'est tous les certifiés d'une année, y compris ceux qui sont arrivés par la validation de l'expérience, validation des acquis de l'expérience. Donc, tous les certifiés d'une année sont considérés, d'une année de date à date, sont considérés comme une promotion. Et un renouvellement devra faire état de 2 promotions, donc suivies et on va voir les éléments de suivi.
On peut aussi fournir un petit peu plus de promotion. Si on a eu un enregistrement de 5 ans, on peut fournir plus de 2 promotions. Rien ne nous l'interdit. Donc il va falloir, avec ces promotions, démontrer de façon probante que les certifiés occupent bien un emploi, déjà premièrement, et aussi l'emploi visé par la certification professionnelle, l'emploi type visé au niveau professionnel visé, donc les niveaux de qualification de 2 à 8, et avec le salaire attendu aussi pour ce niveau de qualification-là. Donc ça, c'est très important de le comprendre, c'est que les niveaux de salaire jouent aussi dans le fait que certains suivis soient considérés ou pas dans la cible visée, au niveau visé. Donc on a intérêt à avoir un dispositif de suivi efficace. Pour le suivi, France Compétences nous met à disposition des tableaux, et ces tableaux maintenant consistent en un suivi nominatif avec des origines de candidats qui sont plus précises, plus définies, et puis aussi des situations d'emploi après l'octroi, après l'obtention de la certification, qui sont également plus précises au niveau de la situation des emplois que les certifiés occupent. Donc ça, il faut vraiment bien le remplir. Et puis à ce moment-là, on va aussi avoir un document qui est complémentaire à ce que vous allez remplir sur la plateforme de France Compétences et qui est un document à télécharger. Et dans ce document-là, vous allez voir qu'au 3.2, il y a effectivement l'insertion professionnelle des titulaires, l'insertion dans l'emploi global, dans la filière métier et dans le métier à 6 mois, et le cas échéant, si on peut, à 2 ans, voire plus pour certains métiers. Et puis, on va s'apercevoir aussi que ce suivi donc, permet de renseigner les critères 1 et 2 d'enregistrement au RNCP et le cas échéant, donc, le critère 9 sur le document complémentaire à joindre sur la plateforme. Voilà, donc je vais passer la parole à Gulvendrou Maguet pour qu'il puisse compléter avec un certain nombre d'informations, et puis je reprendrai la parole ensuite pour la mise à jour des référentiels. Merci Valérie pour cette première partie. Bonjour à toutes et à tous. Donc voilà, je vais compléter, préciser effectivement ce qui a été déjà très bien dit par Valérie. Et la première chose que je souhaitais rappeler avec vous, c'est que ce webinaire porte sur le renouvellement d'une certification au RNCP, alors même que juridiquement, en tout cas, la notion de renouvellement n'existe pas. Ce que je veux dire par là, c'est que le législateur n'a pas distingué des critères qui seraient propres à l'enregistrement en création et d'autres critères qui seraient propres à l'occasion d'un renouvellement. Donc voilà, ça c'est quelque chose qu'il faut vraiment déjà avoir bien en tête, au-delà du fait qu'entre nous, ici aujourd'hui, on parle de renouvellement, quand on se penche un petit peu sur les textes, les décrets, sur la loi même, il n'y a pas de différence. Chaque démarche d'enregistrement au RNCP est unique, et chaque demande d'enregistrement donc va s'appuyer sur les 9 critères. Pas plus qu'il n'y a de renouvellement, il n'y a non plus d'autorisation à prolonger. Parfois, on se dit finalement, est-ce qu'on ne pourrait pas prolonger pour 6 mois, pour 1 an, la date d'effet de ma certification? Là non plus, le législateur n'a pas permis de prolonger, ce qui fait que systématiquement, à l'occasion de chaque nouvelle demande, les équipes de France Compétences vont réexaminer l'ensemble du dossier au travers le spectre large des critères. Une fois qu'on s'est dit ça, bien entendu, chacun de ces critères, et c'est ce que l'on va voir ensemble pendant ce webinaire, hein, chacun de ces critères résonne un petit peu différemment selon que l'on observe pour la première fois un dossier ou selon que l'on revoit un dossier que l'on aurait déjà vu. Donc voilà pour cette petite précision. Ensuite, la question qu'on nous demande et sur laquelle on nous interroge souvent, c'est le quand. C'était la slide juste avant, pardon. Quand déposer une demande de renouvellement? Alors assez couramment, ce que l'on dit, c'est d'essayer, en tout cas pour sécuriser ou
pour s'éviter quelques contraintes, de viser les 6 mois. On communique sur 7. Aujourd'hui, grâce à nos délais, on serait plutôt sur 6 mois, mais il faut vraiment que le dossier soit disponible auprès de France Compétences 6 mois avant la date d'échéance. Ça, c'est une première chose. Mais surtout, ce dossier, il faut, à l'occasion d'un renouvellement, il faut vraiment qu'il prenne en compte les éventuelles recommandations qui auraient été formulées lors du précédent enregistrement. Ceux qui, parmi vous, avaient déjà reçu une décision favorable à l'enregistrement depuis janvier 2022 ont systématiquement, en simultané, reçu aussi un courrier. Et sur ce courrier, qui vous rappelle les grands principes de la certification, notamment vos engagements et vos obligations, ce courrier aussi, il est précieux. Il est précieux pour vous parce qu'il va vous dire, vous redire, vous exposer pourquoi, parfois la durée n'est pas celle que vous souhaitiez. On souhaite en règle générale un enregistrement pour 5 ans et puis parfois cet enregistrement se traduit pour 2 ans, 3 ans, parfois même 1 année. Ben là vraiment on vous invite à aller consulter systématiquement ce courrier et si vous n'aviez plus, en interne accès à ce courrier, sachez qu'il est disponible sur votre espace dans le système d'information. Pourquoi il est précieux pour vous? Parce qu'il est également précieux pour nous. C'est vraiment un courrier sur lequel on va prendre appui pour réexaminer le dossier et quand un dossier revient en ayant apporté une bonne démonstration, d'une bonne prise en compte des recommandations qui ont été exprimées par la commission, alors forcément, ça contribue à positionner le dossier sur une trajectoire favorable. En revanche, et c'est aussi le nota qui vous est ici partagé, hein, en revanche, ne pas prendre en compte ces recommandations ou alors ne pas amener dans le dossier des éléments qui permettraient à la commission de comprendre pourquoi ses propres recommandations n'ont pas été prises en compte, ça serait prendre un grand risque. Donc voilà, encore une fois, n'hésitez pas à vous appuyer sur ce courrier et si jamais vous n'aviez pas été destinataire de ce courrier puisque c'était une décision avant janvier 2022, n'hésitez pas là non plus à solliciter nos services. Voilà pour le quand. Ce que je souhaitais aussi partager avec vous, maintenant qu'on s'est dit quand redéposer un dossier, c'est un petit peu le comment redéposer un dossier. Pourquoi? Parce que finalement, quand on a un patrimoine, on a une certification et que cette certification, elle a vécu pendant quelques années, elle a naturellement évolué. Elle a naturellement évolué, pourquoi? Parce que l'environnement naturel évolue. On le dit souvent, les compétences évoluent très rapidement, parfois même disparaissent très vite. Et la certification, ben, c'est une matière vivante. La certification, c'est pas quelque chose que l'on fige à la date de sa création, c'est quelque chose qui se doit d'évoluer dans le temps. Et donc, forcément, quand on s'interroge sur le renouvellement de sa création, alors très rapidement va se présenter à vous 2 scénarios. Est-ce que je renouvelle ce que l'on appelle à périmètre constant? Est-ce que ma certification est restée si stable qu'auquel cas mon architecture dans les référentiels n'a pas évolué, l'intitulé n'a pas évolué, le niveau n'a pas évolué, je reste certificateur ou mon réseau est resté assez simple et auquel cas on est sur un renouvellement très linéaire? Ou alors est-ce que ma certification nécessite ou a fait l'objet même d'une évolution substantielle? Et là, on est sur 2 schémas qui sont très différents. Entre le périmètre constant, rien ne bouge, et l'évolution substantielle. Nouvelle architecture des référentiels, est-ce que pour coller au plus près des métiers, je vais ce qu'on appelle splitter, diviser ma certification? Est-ce que j'avais plusieurs certifications et finalement je vais en faire qu'une seule? Et ben, dans le cadre d'une évolution substantielle, vous avez 2 opportunités. La première de ces opportunités, c'est d'aller jouer sur la division. Donc c'est la slide qui suit, c'est la division en plusieurs certifications. Vous pouvez prendre une certification mère et cette certification mère, elle va porter le renouvellement de plusieurs autres certifications. En règle générale, les schémas que la commission observe le plus, c'est une certification mère qui se split, qui devient 2 ou 3, qui va venir nourrir 2 ou 3 certifications, avec une certification mère qui était un peu globale et des certifications
filles, qui vont être beaucoup plus précises et beaucoup plus en lien avec les besoins et donc beaucoup plus visibles au sein du répertoire national. La seule chose que l'on demande, et ici c'est des choses qui sont assez importantes, hein, que je vous partage, c'est que les 2 ou 3 certifications soient déposées en même temps pour que l'on puisse apprécier la stratégie globale, qu'elles visent, sauf exception, le même niveau de qualification et puis surtout qu'elles exposent entre elles des métiers suffisamment rattachables aux précédents référentiels. C'est-à-dire qu'on ne profite pas de cette occasion pour aller nourrir une certification qui n'aurait absolument rien à voir. Ça, c'est la première stratégie. La seconde stratégie, et le choix vous appartient, c'est qu'on reprenne la certification d'origine, mais qu'on l'enrichisse de blocs. Et c'est vrai qu'à la CNCP, on voyait très souvent des certifications avec les blocs, et puis ça s'est un petit peu perdu. Je ne pourrais que vous encourager à envisager ce choix d'introduire dans une certification des blocs optionnels. Des blocs optionnels qui vont vraiment permettre de valoriser, d'approfondir ou pour les individus d'avoir le choix en fonction de leur projet ou de leur parcours professionnel de s'orienter vers tel ou tel bloc. Là aussi, il y a quelques petites règles, hein, règles du jeu quand on pratique ce type d'exercice. Il faut que le poids du tronc commun, c'est-à-dire le poids des blocs communs, soit plus lourd que les blocs optionnels. Il faut qu'il y ait au moins 2 blocs optionnels pour qu'on puisse avoir une option, un choix entre 2 ou 3 filières. Et puis surtout, il faut que les blocs restent cohérents. Là aussi, c'est central, hein, c'est ce qu'on l'on se dit souvent, hein. Il faut que les blocs restent cohérents avec le cœur de la certification. Et puis surtout, ne pas trop rentrer dans la finesse des blocs, parce que s'il y avait trop de blocs derrière, en règle générale, là aussi, on va trouver 2 ou 3 blocs pour ne pas perdre la lisibilité de l'ensemble de la certification. En tout cas, quel que soit le choix qui sera le vôtre, hein, soit je renouvelle à périmètre constant, soit je fais une évolution substantielle, tel que vous le disait Valérie, c'est extrêmement important, précisez-le dans la note d'opportunité. C'est la première chose qu'on vous a dit dans ce webinaire, hein, et Valérie l'a très bien dit, la note d'opportunité, elle va être déterminante à l'occasion d'un renouvellement. Elle l'est naturellement, hein, la note d'opportunité à l'occasion d'une création, mais je peux vous assurer que pour nous, la note d'opportunité à l'occasion d'un renouvellement, c'est aussi, on est en fin d'année d'ailleurs, hein, c'est aussi l'occasion du bilan. Et quand on fait le bilan d'une année, ben on dit comment s'est passée l'année, ce qui a été, ce qui a pas trop fonctionné, et pourquoi est-ce qu'on va améliorer, ou quels sont le retour d'expérience que l'on a eu. Et ben tout ça, ce sont des choses que vous devrez mettre et faire figurer dans la note d'opportunité. Donc voilà, pour boucler avec cet élément déterminant, hein. Vraiment, la note d'opportunité, n'hésitez pas à nous embarquer dans votre aventure. Pour ce qui concerne les promotions. Les promotions, je vous le redis ici, malheureusement, à l'occasion d'un renouvellement, c'est l'un des facteurs qui, je crois aujourd'hui, alors on ne tient pas de statistiques sur les refus de renouvellement, hein, mais en tout cas, aujourd'hui en commission, le sujet des promotions est probablement l'un des facteurs qui traduit le plus de décisions défavorables. Ce sont les critères 1 et 2. Si ce sont les critères 1 et 2, c'est bien entendu parce que le législateur leur a confié la plus grande importance. Toutes les promotions doivent figurer dans le dossier. Quand je dis, enfin, toutes les promotions, quand on parle de promotion, c'est vraiment l'ensemble des candidats pour toutes les voies d'accès. N'oubliez pas un lieu d'organisation, n'oubliez pas un partenaire. Si jamais vous aviez des difficultés à avoir recueilli l'information, n'hésitez pas dans la note d'opportunité à nous le dire, en transparence, en sincérité. Mais en tout cas, on va vraiment nous opérer à travers les équipes de France Compétences, dont je resalue ici le travail, hein. On va vraiment opérer un très gros travail de contrôle, et le seul principe d'avoir un doute sur l'exhaustivité d'une promotion pourrait créer un vrai problème. C'est ce que vous rappelle le support. Également, il y a un enjeu d'être titulaire des promotions que vous versez. Si vous avez, dans le cadre d'un partenariat, permis à un partenaire de créer sa propre certification,
alors il faut que ça soit très clair dans le dossier. Les promotions ne sont pas cessibles. La propriété intellectuelle d'une promotion appartient au certificateur. Et si dans le cadre d'un partenariat, vous aviez déjà envisagé de céder vos promotions, autrement dit, si dans le cadre d'un contrat de mariage, vous aviez déjà embarqué des clauses du divorce, il faut que ça soit extrêmement clair dans le dossier. Voilà, c'est vraiment quelque chose qui est central, hein, ce point sur les promotions, et c'est pour ça qu'on souhaitait prendre un petit peu de temps avec vous ici. Merci, merci Goulven. Donc je vais enchaîner avec le deuxième point d'ingénierie, hein, qui est le point sur la mise à jour des référentiels de la certification pour un renouvellement. Alors, on va retravailler notre ingénierie de certification pour être sûr qu'elle réponde toujours aux besoins identifiés sur le métier visé. Donc, cette ingénierie, elle concerne le référentiel d'activité, le référentiel de compétences et le référentiel d'évaluation. Il faut noter que le référentiel d'activité, on ne va pas sauter directement au référentiel de compétences. Le référentiel d'activité, c'est la colonne vertébrale de la certification. Ce sont les grandes activités exercées par le professionnel dans le cadre du métier visé. Donc, ça veut dire que ça peut être de la production, ça peut être du management, ça peut être de l'organisation, ça peut être de la gestion. Ces grandes activités auxquelles les compétences vont être attachées. D'accord ? Donc, ça veut dire qu'il ne faut pas sauter cette étape-là. On va faire une mise à jour régulière en faisant une veille sur le métier pendant toute la durée de l'enregistrement. On ne se déconnecte pas du métier visé, on continue à avoir des relations avec des professionnels qui exercent, avec des professionnels qui emploient. Donc pendant toute cette durée d'enregistrement, on va avoir une mise à jour, un regard régulier sur le métier visé. On va voir à travers quoi? À travers une veille sur l'emploi type visé, à travers des contacts avec des professionnels, hein, des organisations professionnelles, des personnes qui exercent le métier visé, des personnes qui emploient le métier visé. Et on va avoir une formalisation de toutes ces évolutions potentielles, hein, parce qu'il y a des métiers qui n'évoluent pas beaucoup, il y a des métiers qui évoluent beaucoup et très vite. Donc, à travers notre conseil de perfectionnement qu'on va réunir à minima une fois par an. Mais ce n'est pas pour ça que... C'est pas parce qu'on a ce conseil de perfectionnement qu'on va ne pas faire de veille, ne pas faire de contact avec les différents acteurs de la profession. Le conseil de perfectionnement, il vient un peu acter un peu tout ça. On va constater ou pas des évolutions, soit des grandes activités, soit des compétences qui sont liées, soit des conditions d'exercice aussi du métier, hein, des conditions normatives, des conditions réglementaires, pourquoi pas. Et donc réaliser des ajustements nécessaires. Alors, soit ils sont à la marge, et à ce moment-là, par exemple, on évalue au regard de la norme en vigueur. Bon, bah, si la norme change, on va s'adapter au niveau de la norme en vigueur. Si les changements sont trop substantiels, alors il faut faire une information à France Compétences si on ne peut pas attendre le renouvellement. Donc une information avec une lettre recommandée et accusée réception si on a un énorme changement qui intervenait avant notre renouvellement. Et on rendra compte sinon au moment du renouvellement de toutes les micro-évolutions qu'on a pu constater et qui vont venir impacter aussi notre ingénierie de certification au moment du renouvellement. Donc, on va adopter les modèles actuels de France Compétences. On voit encore passer des anciens modèles qui sont plus à jour. Donc, rédiger vos référentiels selon les modèles actuels. Écrire en compétences selon les spécifications actuelles. Alors, qu'est-ce qu'on voit? C'est que le format préconisé par France Compétences pour le RNCP comporte donc la première colonne référentielle activité-compétences, hein, les compétences étant dispatchées pour réaliser chacune des grandes activités hein, et les activités formant la colonne vertébrale de la certification. Puis derrière le référentiel d'évaluation, les modalités d'évaluation et les critères d'évaluation venant compétence par compétence. Et vous voyez qu'il n'y a pas la mention des blocs de compétences qui, eux, vont figurer sur le système d'information directement. Donc ça, c'est la version du référentiel qui sera publiée en bas de votre fiche RNCP.
Alors, rien n'interdit de mettre les blocs dans le référentiel, je reviens un tout petit peu en arrière, mais Goulven nous le précisera tout à l'heure, ce n'est pas recommandé. Ce n'est pas interdit, mais ce n'est pas recommandé. Ensuite, on va s'attaquer à l'écriture en compétences. Donc, l'écriture en compétences, elle vient nourrir les activités. C'est-à-dire, j'ai ma grande activité, par exemple, gestion des ressources humaines, et puis, quelles compétences je vais mettre en œuvre pour effectuer cette gestion des ressources humaines. Donc, la compétence devrait être composée de l'action, d'un verbe d'action à l'infinitif, puis du sujet ou de l'objet de l'action, le quoi, du pourquoi, c'est-à-dire quelle est la finalité de l'action, et éventuellement du comment. Bon, moi, je trouve qu'éventuellement, vaut mieux mettre du comment, c'est-à-dire comment l'action est réalisée. Donc, on a ces 4 éléments qui vont se traduire dans un exemple qui a été donné par France Compétences en juin 2019. Donc, nettoyer, c'est le verbe d'action. Les locaux et le matériel de la cuisine, ce sont les objets de l'action, le quoi. Afin de les maintenir en état de disponibilité, ça c'est le pourquoi, la finalité de l'action, pourquoi on fait ça, en appliquant leur réglementation relative à l'hygiène alimentaire, ça c'est le comment. Donc l'idée c'est que la compétence ne sera complète que lorsqu'elle aura inclus tous ces éléments distincts. Au niveau du référentiel d'évaluation, donc on va indiquer dans le référentiel, c'est-à-dire dans le référentiel qui est publié, tel que le modèle que je vous ai montré tout à l'heure, on va indiquer les grands types d'évaluation. Par exemple, mise en situation reconstituée, d'accueil client. Par exemple, entretien avec le jury, etc. Et évidemment, ces modalités choisies seront cohérentes avec les évolutions des compétences que vous avez pu observer lors de votre veille métier. Attention, vous n'allez pas mettre tous les détails des modalités d'évaluation dans votre référentiel. Pourquoi ? Parce que le document qui est publié là, en bas de votre fiche RNCP, il est opposable puisqu'il est publié par France Compétences. Donc, ce qui veut dire que si vous vous apercevez au bout d'un certain temps que dans cet entretien, il vous manque 10 minutes, alors que si vous avez mis sur votre document cet entretien durera 15 minutes, il faudra qu'il dure 15 minutes. On ne pourra pas revenir en arrière. Alors que si vous mettez tous les détails de l'évaluation, c'est-à-dire la description de l'épreuve, quel est le lieu, où ça se passe, la durée, les livrables à produire par le candidat, la surveillance, le cas échéant, si vous mettez ça dans un document à part, notamment par exemple le règlement de certification, alors celui-ci, vous pourrez le faire évoluer, par exemple un peu chaque année, sans dégrader néanmoins les modalités ni les critères d'évaluation, évidemment, des candidats. Mais si vous manque 10 minutes, vous pourrez rajouter 10 minutes dans votre règlement de certification, ce qui ne sera pas le cas. Vous ne pourrez pas toucher à votre référentiel complet, publié, une fois qu'il sera publié. Voilà, Goulven, je vous repasse la parole pour des petites précisions concernant ces questions de référentiel. Merci Valérie. Et la première chose sur laquelle je souhaitais revenir avec vous cet après-midi, notamment à l'occasion d'un renouvellement, c'est le référentiel d'activité. Alors ça pourrait vous surprendre, c'est vrai qu'on a beaucoup écrit sur l'écriture en compétences. Valérie vient de vous rappeler l'une des méthodes d'écriture que France Compétences a avec la commission préconisée. Mais ce que l'on souhaite de plus en plus, c'est de remettre un peu l'église au centre du village. Tout part de l'activité. Le référentiel d'activité, c'est quoi? C'est la description des situations de travail. C'est la photographie d'un métier. Le référentiel d'activité, ce sont les fondations de la maison. Et il faut que ces fondations soient très robustes pour supporter le poids d'un référentiel de compétences et aussi d'un référentiel d'évaluation. Le référentiel d'activité, quand il est simplement rédigé, c'est ce qui va aussi témoigner de la proximité avec les professionnels. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en règle générale, on consacre, et c'est très naturel, hein, beaucoup d'énergie, beaucoup d'investissement sur le référentiel de compétences et à travers l'écriture en compétences que l'on souhaite que vous puissiez mobiliser. Ce qu'il faut se dire du référentiel de compétences, c'est que c'est un langage. On peut avoir un langage très riche, on peut avoir un langage un peu plus familier, un peu moins nourri, on peut avoir un langage soutenu. En France, on peut aussi avoir un langage avec un accent. Quelle que soit
le référentiel de compétences, notre enjeu, quand on les publie, c'est que l'écriture en compétences parle un langage et ce langage il a un double enjeu, hein. Le premier enjeu, pourquoi est-ce qu'on vous embête parfois sur l'écriture en compétences? C'est que le langage, il est partagé par tous. On va pouvoir faire parler entre eux les blocs de compétences, puisqu'ils parleront le même langage. Donc c'est le sujet des correspondances entre les blocs de compétences et puis ce sujet de l'écriture en compétences, c'est aussi une recommandation européenne et c'est ce qui fait que vos certifications, quand elles sont enregistrées dans un répertoire national, elles répondent aussi à des enjeux et à des contraintes qui sont celles prises par la France, devant l'Union européenne, lors de la recommandation, pour, se renseigner au cadre européen. Mais ça ne doit pas, vous empêcher d'investir le référentiel d'activité. Sincèrement, poser les choses. Le référentiel d'activité, c'est pas simplement la réécriture du référentiel de compétences. On s'est dit: «Oh là là, j'ai passé tellement de temps sur mon référentiel de compétences, oh là là, comment le référentiel d'activité, allez, je je transforme coordonner en coordination, je transforme gérer en gestion et ça devient un simple jeu d'écriture». Non, le référentiel d'activité est autonome. On ne lit pas les référentiels en ligne, on les lit en colonne. Ce que je suis en train de vous dire, très simplement, c'est que la seule lecture du référentiel d'activité doit permettre de comprendre le métier et le niveau. Reprenez vos référentiels d'activité, prenez-les en colonne et si vous comprenez le niveau et le métier, alors c'est déjà quelque chose qui va être une bonne base pour le reste des référentiels. Je ne reviens pas sur le référentiel de compétences. Bien entendu, on interroge la forme, mais on interroge surtout aussi le fond. Il faut que ça couvre tout le périmètre du métier et il faut que ce référentiel de compétences permette déjà de bien pressentir le niveau. Autrement dit, de confirmer les éléments que l'on a observés dans les critères 1 et 2. Et puis, s'agissant du, 3e le temps passe très vite, pardon. Et puis s'agissant du 3e point, celui sur les blocs de compétences. Malheureusement, Valérie vous l'a redit et je vais me permettre de le redire également, parce que je veux vous donner cette chance de vous le redire. Nulle part, nulle part, dans le format du référentiel, il y a une espèce de ligne qui fusionne l'ensemble des référentiels qui s'appelle bloc de compétences. Nulle part. Le format, que vous aviez, sous les yeux, est bien un référentiel d'activité, de compétences et d'évaluation. Alors c'est assez singulier, mais de plus en plus, on va trouver une première ligne qui va fusionner au-delà de entre ces 2 cellules bleues, on va trouver une ligne complète sur l'ensemble du référentiel qui s'appelle bloc de compétences. Alors probablement quand vous prenez ce choix, c'est que vous le faites de manière résolue et confiante. Je peux vous assurer que c'est prendre un très grand risque. Le critère 3 dont on se parle, celui que l'on va publier, sont les référentiels d'activité, de compétences et d'évaluation. Les blocs de compétences sont le critère 7. C'est pas 3 et 4, c'est 3 et 7. Le législateur, de manière très volontaire, a bien séparé l'écriture en compétences des référentiels d'activité, compétences et évaluation et la structuration en bloc. Donc vous pouvez, c'est pas interdit, de rajouter, de modifier le format, pour ajouter la cellule des blocs. Simplement, quand vous faites ça, sachez que vous nous privez, je ne peux pas vous le dire autrement, vous nous privez du critère 3. Pourquoi? Parce que la première chose que l'on va voir, ça va être les blocs. Et donc, le bloc, c'est critère 7. Ce qui veut dire que dans l'instruction, on va d'abord aller voir la cohérence du critère 7 avant même d'aller voir ce que sont des référentiels d'activité, de compétences et d'évaluation. Ce n'est pas un choix que l'on fait, c'est un choix que vous nous imposez quand vous mettez en avance cette cellule fusionnée. Donc là, voilà, s'il y a Ce qui parmi veut les dire en fait différentes choses à que retenir aujourd'hui, il y a celle-ci. Ce qui veut dire qu'en fait, si la structuration en bloc de compétences n'est pas correcte aux yeux de France Compétences, alors il n'ira pas plus loin, il n'auditera pas non plus le référentiel à la suite. Et de ce fait,
vous ratez effectivement une occasion de faire valider au moins un critère. Je continue, Goulven, parce que je vois que le temps file tellement vite et il va falloir qu'on passe aussi le point d'ingénierie 3 et puis qu'on prenne quand même quelques questions. Donc j'enchaîne avec le contrôle de ces modalités d'évaluation par le certificateur et le contrôle de ces partenaires habilités par le certificateur également. Et là, en fait, on a des attentes de France Compétences qui dit qu'il faut effectivement rendre compte de la manière dont on aura contrôlé les choses, que nos modalités d'évaluation en tant que certificateurs ont bien été mises en œuvre et que si ça n'a pas été le cas, on a apporté des actions correctives, etc. Et on va nous demander la même chose du point de vue des partenaires habilités, en quelque sorte. Donc, pendant la durée de l'enregistrement, il faut que les modalités d'évaluation et les jurys, le format des jurys, etc., aient été correctement mis en œuvre. Et ça, il va falloir le prouver à la fois par les PV de jury ou par les retours d'expérience des jurys d'évaluation et de certification, etc. Donc, ce qui veut dire qu'il faudra avoir des actions proactives de manière à pouvoir, au moment de l'enregistrement, par exemple, rendre compte du fait qu'on ait un responsable qualité de la certification en son sein. Alors, ce ne sont pas des obligations, hein, là, ce sont des options. Mise en place une base de données de membres de jury qualifiés pour pouvoir piocher dedans lorsqu'on en a besoin. Par contre, il est obligatoire de nommer un responsable de l'organisation des épreuves. Il est obligatoire aussi d'avoir les signatures des jurys et le paraphe du responsable de l'organisation des épreuves sur les PV de jury, qui eux-mêmes, si possible, devront faire remonter s'il y a eu des dysfonctionnements, des aléas, des non-conformités ou des tentatives ou fraudes, de manière à pouvoir débriefer tout ça et en tirer des leçons pour faire améliorer les modalités d'évaluation et le respect de la conformité des modalités d'évaluation. Donc, comment on contrôle tout ça ? On peut avoir des séances d'information, voire de formation des membres du jury sur l'acte d'évaluer, sur les principes de déontologie, sur les principes de lutte contre les discriminations notamment. On peut organiser des débriefs avec les membres de jury après les évaluations, notamment si on a vu des dysfonctionnements, des aléas, des tentatives de fraude, ce genre de choses. Il faut traiter lorsque l'on a des dysfonctionnements, parce que des fois, on se dit, on a eu des dysfonctionnements, des aléas, des non-conformités, mais bon, on les a actés, très bien, maintenant on met tout ça dans le tiroir. Non, il faut avoir un système de traitement et de dire qu'est-ce qu'on en fait, comment du coup on fait évoluer nos conditions d'évaluation pour remédier à ces soucis-là. Et puis, comment on a mis en œuvre les ajustements nécessaires et comment on a capitalisé tout ça pour transmettre à France Compétences. Lorsque l'on est co-certificateur, alors, co-certificateur, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire les copropriétaires de la certification. La certification étant une propriété intellectuelle, on peut être plusieurs à détenir cette propriété intellectuelle, donc plusieurs co-certificateurs. Mais dans ce cas-là, toutes les recommandations que je viens d'énoncer précédemment sur la gestion de la certification vont s'appliquer à chacun des co-certificateurs, voilà, si tant est qu'ils organisent, chacun d'entre eux, des sessions de formation et des sessions d'évaluation des candidats. Ce n'est pas toujours le cas, mais la plupart des fois, c'est le cas. Donc, il va falloir aussi, en tant que certificateur, durant la durée de l'enregistrement, maintenir sa qualité de certificateur, et je dirais de la bonne qualité du certificateur. Donc, évidemment, il va toujours avoir le statut de personne morale, il va avoir toujours son extrait de casier judiciaire numéro 3 vierge, et puis il va avoir évidemment respecté les engagements qu'il avait pris au moment du premier enregistrement. Et puis ensuite, il va aussi avoir tenu compte, comme nous disait Goulven tout à l'heure, des préconisations de France Compétences lors du premier enregistrement.
Et puis, il va aussi contrôler la communication qu'il fait sur sa certification. Donc, votre certification n'est pas votre formation. Votre certification, c'est une certification qui vise un métier, qui vise un secteur ou plusieurs secteurs, qui a certains publics cibles qui seront candidats à votre certification, qui sert à quelque chose. Et du coup, tout ça, c'est une description qui se distingue de celle de la formation. Et du coup, on va de même être amené à prouver que si on a des partenaires habilités, évidemment, si on n'en a pas, c'est autre chose, mais si on en a, on va être amené à prouver qu'on a bien contrôlé que ces partenaires font bien ce qu'on leur a demandé de faire. Et du coup, qu'ils respectent les engagements qui ont été pris par le certificateur et auprès du certificateur lors de l'organisation des formations, mais aussi lors de l'organisation des évaluations lorsque le certificateur les lui délègue. Et puis, on va surtout aussi veiller à la clarté et la transparence de la communication qui est assurée sur la certification par les partenaires. Parce que le certificateur, lui, en général, il sait ce qu'il communique sur sa certification, mais les partenaires, après, derrière, des fois, leur communication amène beaucoup de confusion auprès des candidats à la certification. Donc, le certificateur doit être le garant de cela. Enfin, on va fournir donc la description des contrôles réalisés auprès des partenaires, donc pas forcément tous les partenaires, mais lesquels, comment je les ai choisis, etc. Quels ont été les résultats des contrôles, donc quels sont mes plans de contrôle et quelles sont les actions correctrices que j'ai apportées, le cas échéant. Donc tous ces éléments-là vont être évalués lors du renouvellement par France Compétences. Pour prouver la mise en œuvre effective des contrôles et des ajustements, il va falloir amener des preuves des plans de contrôle, c'est-à-dire qu'est-ce que j'ai réalisé exactement, donc du réalisé, de la description du réalisé, etc. Et donc, on va amener un certain nombre d'éléments qui sont des pièces justificatives des plans de contrôle. Et puis bon, si on a eu des problèmes véritables, des dysfonctionnements ou voire des mises en demeure, alors évidemment on devra là amener des preuves de ce que l'on a fait pour pallier les problèmes qui étaient signalés. Alors pour la VAE, la mobilisation de la VAE, on ne nous dit pas que c'est obligatoire, mais lors du renouvellement, c'est un bon indice de l'adéquation des certifications professionnelles avec les situations de travail réelles. C'est-à-dire, si on a de la demande par la VAE, ça veut bien dire que l'emploi type correspond bel et bien à un besoin sur le marché et aussi à une possibilité de valider ses acquis de l'expérience sur ce métier type. D'accord ? Donc, c'est vrai que ce n'est pas totalement une obligation d'avoir eu des candidats VAE, mais c'est quand même un indice d'adéquation avec le marché du travail. Et il pourra aussi être demandé au certificateur des données par partenaire, donc pas forcément à tout mettre ensemble au démarrage, et par lieu de préparation, donc le cas échéant, lieu de préparation formation. Voilà Goulven, je vous repasse la parole pour des précisions sur ces questions-là. Merci Valérie. Ce que je voulais préciser ici, depuis tout à l'heure, depuis 14h30, on a vu ensemble les tableaux Excel qui sont froids, ils sont glaciaux les tableaux Excel. On a vu un système d'information dont les champs sont limités. Parfois, il faut cocher oui ou non. On a vu des choses qui étaient extrêmement prescriptives. On a vu une écriture en compétences qui était un peu contraignante. Et bien, vous avez à votre main deux choses pour finir de convaincre sur un dossier. La première chose, avant de venir sur la communication, la première chose, on vous l'a dit, je vais le redire ici, c'est la note d'opportunité. Je vous le redis avec détermination. La note d'opportunité, c'est vraiment un document qui vous appartient. La note d'opportunité, elle n'appartient pas à un consultant ou elle n'appartient pas à un site internet. La note d'opportunité, c'est la vôtre. Vous devez la faire résonner. Vous devez faire transpirer votre ADN, celle de votre école, de votre formation, de votre histoire, de ce que vous êtes, des gens qui sont avec vous
dans cette aventure, c'est ça la note d'opportunité. Et quand elle est rédigée de manière extrêmement simple, fluide, dynamique, vous allez aussi, alors d'une certaine manière, vous allez nous embarquer dans votre aventure. Donc, vous pouvez faire vivre la certification où elle a pu vivre de manière extrêmement dynamique, comme elle devait être. L'idée, c'est que dans cette note d'opportunité, le premier levier qui est le vôtre, c'est que vous retraciez en transparence, en sincérité, de quelle manière est-ce qu'elle a vécu et que vous remettiez avec des engagements, de quelle manière est-ce que vous avez capitalisé sur ces différentes expériences. Donc voilà, je reboucle sur cette note d'opportunité. Et puis la seconde chose qui vous appartient, bah, c'est votre site internet. Et là aussi, malheureusement, on l'oublie un peu. On a vu les critères 1 et 2 d'insertion, 3 les référentiels, avec un petit peu le 7 sur les blocs. Et critère 4, c'est les procédures de contrôle, dont vient de vous parler Valérie. Mais dans ces procédures de contrôle, il y a d'autres choses que l'on observe, et qui, malheureusement, parfois font défaut. Et donc, c'est la communication sur vos sites internet. Soyez extrêmement attentifs à ce que vous communiquez sur vos sites internet. Ne communiquez pas de manière prématurée sur un futur enregistrement. Encore moins en y associant un niveau. On n'écrit pas sur un site internet que cette formation est en cours de dépôt au niveau 7 auprès de France Compétences. Il n'y a que la commission qui pourra octroyer ou pas un niveau. Donc voilà, soyez extrêmement attentifs à vos communications sur vos sites internet parce que c'est là aussi votre vitrine. On doit retrouver une cohérence entre le dossier et le site internet, sur les prérequis, sur les modalités d'accès, sur les blocs, sur la stratégie. Donc voilà, c'est quelque chose que je souhaitais vous redire. Et il n'est pas dit ici qu'il faut simplement mettre son site internet en conformité à l'occasion d'un dossier déposé auprès de France Compétences. Vos sites internet, quand on a une formation certifiante, sont consultés en direct et en continu dans le cadre des opérations de la cellule contrôle de notre direction. Le premier point. Et le second point sur lequel je souhaitais aussi brièvement échanger avec vous avant de laisser un peu de temps pour les questions, ce sont les contraintes légales et réglementaires, le critère 5. Le critère 5, parfois, un peu de manière naïve, on nous dit qu'il n'y a pas de contraintes légales et réglementaires. Rares sont les métiers qui n'ont absolument aucune contrainte légale et réglementaire. En tout cas, c'est pas parce que la certification avait été enregistrée en dehors d'un cadre juridique bien défini que le cadre n'a pas évolué. Donc, soyez extrêmement attentifs à ce que votre dossier prenne bien en compte l'environnement légal et réglementaire à la date de dépôt. Et là, il y a deux manières de voir l'environnement légal et réglementaire. Il y a bien ce qui touche à votre propre certification. Est-ce que le métier auquel je prépare mes candidats les amènera à évoluer dans un cadre d'activité contraint par la réglementation? Et puis aussi, ce qu'il faut prendre en compte, c'est éventuellement, alors heureusement, ça n'arrive pas trop souvent, mais c'est éventuellement les évolutions aussi législatives autour de la certification. Il y en a eu, hein, notamment encore en décembre 2022, avec la loi portant mesures d'urgence, qui a notamment fait évoluer la VAE à l'échelle des blocs. Quand vous êtes sur une démarche de redépôt, interrogez-vous systématiquement sur est-ce que l'environnement légal et réglementaire a évolué sur mon métier, mais est-ce que l'environnement légal et réglementaire qui touche à l'objet même ou à la démarche de certification a ou pas évolué? Donc voilà sur ce petit point. Merci beaucoup Goulven pour toutes ces précisions. Merci à Marilyn aussi de nous faire remonter toutes les questions qu'on va essayer de prendre maintenant. Centre Info vous accompagne aussi au-delà de ce webinaire dans vos stratégies de certification avec des sessions de formation, des missions de conseil et d'accompagnement, des masterclass, des webinaires, des publications, des dossiers du commentaire, une offre complète. Et donc, vous pouvez dès maintenant vous inscrire auprès de nos équipes pour tous ces événements.
Et puis, donc, je vous propose de prendre des questions à la volée. Alors, ce que je vais faire, c'est comme je vois que le temps file, on va en prendre quand même quelques-unes. Et puis, je vais répondre sous le contrôle de Goulven, et si, pour certaines. Et puis, si vous trouvez que les réponses sont pas assez précises, bah, vous interviendrez aussi. Et alors, donc, première question, comment procéder pour le renouvellement quand on n'a pas encore eu de certifié? Alors bon, là c'est un petit peu une situation touchy, parce que normalement quand on est en renouvellement, on a déjà eu un premier enregistrement, donc on a des certifiés à la suite du premier enregistrement. Donc j'ai un petit peu de mal à comprendre la première question. Normalement, on a eu des certifiés. Donc, en cas de renouvellement avant la date d'échéance du précédent enregistrement, le renouvellement prend-il effet uniquement à la suite du précédent? Eh bien non, c'est-à-dire le renouvellement écrase votre précédente date d'enregistrement. En cas de cession de cohorte, de promotion à un partenaire, l'ex-partenaire peut-il déposer une nouvelle certification avant la fin de l'enregistrement du certificateur qui a cédé ses cohortes? Bon, en principe, rien ne l'empêche. Comme disait Goulven, il faut se marier en ayant connaissance de comment on va se séparer ensuite et comment on va organiser le divorce et le partage des enfants, donc des promotions. Donc ça, on peut le faire au moment où on se sera mis d'accord pour le faire ensemble. On peut le faire à l'occasion d'un renouvellement. C'est quand même plus, à mon avis, plus efficace. Et une certification peut-elle être déployée à l'international, mais portée par un certificateur français? Alors oui, si vous n'avez aucun certifié en France, ça va être compliqué parce que la loi nous dit qu'il faut prouver la valeur de la certification professionnelle sur le marché français. Donc, si vous n'avez que des certifiés à l'étranger, ça va être, qui s'insèrent à l'étranger. Après, il faut voir dans le détail, c'est un peu des cas particuliers, mais il faut voir dans le détail si ce sont des entreprises françaises à l'étranger. Enfin, il y a tout un tas de choses comme ça. Il faudrait peut-être, à ce moment-là, faire une petite question précise à France Compétences. Complètement, oui. Ouais. Donc, au niveau de l'insertion, sur le cas spécifique, on concerne a priori plusieurs CFA au vu des questions précédentes. Donc, un titre RNCP enregistré en janvier 2021 sur un métier en tension. Le CFA formant uniquement en alternance de 3 ans. Est-il possible de monter 2 promotions comme spécifié pour le renouvellement? Alors, bon, quand on fait un renouvellement et qu'on a été enregistré pour une courte durée, on présente les promotions qu'on peut présenter, bien évidemment. On ne va pas vous demander d'inventer des promotions alors que matériellement, vous n'avez pas eu le temps de les organiser. L'enjeu ici, quand on bénéficie d'une certification qui a été enregistrée sur un schéma dérogatoire, ce qu'on appelle l'enregistrement simplifié. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de fournir les 2 promotions. Alors je préfère dire dérogatoire que simplifié, hein, parce que c'est vraiment pas plus simple, puisque la contrepartie de cet exercice fait que l'on fait reporter le niveau d'exigence sur les autres critères, à commencer par le critère numéro 3, les référentiels. Donc, ce n'est pas un enregistrement simplifié. En tout cas, l'enjeu, si vous êtes titulaire ou si vous mobilisez une certification qui a été enregistrée sur ce caractère dérogatoire, soit un métier émergent, soit une profession réglementée. Ce sont les 2 schémas de l'enregistrement simplifié. Et bien, en fait, l'enjeu pour vous, il est effectivement de permettre le futur renouvellement. Et pour ça, il faut 2 promotions. Alors, la certification au RNCP, pour vous répondre, ce n'est pas qu'une certification qui doit mobiliser que l'apprentissage. Le RNCP, ce n'est pas le répertoire des formations accessibles en apprentissage, c'est le répertoire national des certifications professionnelles. Et les certifications enregistrées au RNCP doivent être mobilisées sont en général mobilisées par de multiples voies d'accès, à commencer par celle de la VAE dont vous a parlé Valérie. Donc, vous pouvez avoir sur un métier enregistré pour une durée de 3 ans, et même si vous avez un schéma en apprentissage qui s'étale sur 3 ans, vous pouvez faire de la VAE. Qui va vous permettre de faire une première promotion. Vous pouvez avoir des promotions en formation continue, on peut avoir ou en candidature. Mais c'est vrai que pour certains cas, on peut avoir un métier en émergence, prendre des gens par exemple au niveau bac et les amener avec le bac et les amener par exemple à un niveau 6. La formation elle est longue et donc du coup, je suis pas sûre qu'on ait le temps des fois de faire les 2 promos complètes, 2 certifiés. Dans le temps imparti, puisqu'on a été enregistré pour maximum 3 ans.
Après, c'est vrai que de mixer les promotions et les origines de promotion, c'est bien intéressant. C'est ce qui fait la richesse aussi des certifications. Tout à fait. Donc, il est difficile de trouver des preuves de l'opportunité. C'est très chronophage, certes, mais il faut le faire. Les cas particuliers, il y en a. C'est juste les métiers en émergence ou en forte évolution. On ne vous demande pas l'étude d'opportunité parce qu'elle est fournie dans le cadre des dépôts de projets, de métiers, de la liste des métiers en émergence ou en forte évolution. Après, quand on est sur un renouvellement, et c'est le cas sur notre webinaire aujourd'hui, c'est que, comme je le disais, on ne va pas étudier l'opportunité du renouvellement la veille de son dépôt de renouvellement. On va quand même suivre pendant, par exemple, admettons qu'on ait eu 5 ans. Ça serait bien. On va suivre l'évolution du métier visé pendant les 5 ans. C'est-à-dire qu'on ne va pas se mettre au dernier moment à se dire « Ah bah tiens, où est-ce que je vais trouver de l'information sur l'opportunité de mon renouvellement ?» Ça serait plutôt contre-productif. Donc, les diplômés sont fortement en emploi sur des postes proches des métiers visés par la certification, mais non identifiés par les codes ROM identifiés. Ben oui, ça, c'est pénalisant pour le dossier. Donc, soit vous visez un code ROM un peu spécifique, et à ce moment-là, il faut que les insertions soient sur ce code ROM-là globalement, sachant qu'un code ROM, c'est déjà pas un métier visé, hein, c'est un ensemble de métiers visés. Si les insertions sont trop larges, ça veut dire que l'angle que vous avez choisi pour votre certification RNCP est peut-être trop large. Peut-être. Quand parle-t-on d'emploi? Comment sont pris en compte? Les indépendants, ça c'est intéressant parce que les indépendants, en fait, c'est une situation particulière d'emploi, c'est-à-dire que les certifiés sont leurs propres employeurs, mais ça n'empêche pas de remplir les tableaux de suivi en disant je suis en emploi, oui. Je suis travailleur indépendant et j'ai créé ma structure, elle s'appelle comme ci, comme ci, comme ça. D'accord ? Comment analyser une promotion avec très peu de rémunération transmise? Alors ça, il faut absolument obtenir les rémunérations. Je sais qu'en France, ce n'est pas facile. Donc à un moment donné, on conseillait d'utiliser des petites fourchettes de prix à cocher. C'est-à-dire qu'effectivement, si la personne vous coche « je gagne entre 40 000 et 42 000 », bon, ça va. Là, dans l'exemple qui est proposé par la question, c'est entre 40 et 50 000. Je trouve que la fourchette est un peu grande. Donc, si on coche entre 40 et 42 000, on suppose que la personne elle va gagner 41 000 environ. C'est à peu près jouable. Mais si vous faites cocher entre 40 et 60 000, ça n'a plus aucun pouvoir de discrimination, vous voyez. À l'occasion d'un renouvellement, s'agissant du suivi de l'insertion et donc de la collecte de ces données, vous n'avez pas une obligation de résultat, mais vous avez à minima une obligation de moyens. C'est-à-dire de mettre, comme le dit Valérie, en place des moyens de suivi, des leviers qui vont vous permettre de récupérer un maximum d'informations. Bien entendu, systématiquement, dans le cadre de l'expertise qu'effectuent nos services sur les données d'insertion, on contextualise. On sait bien que c'est parfois plus difficile sur certains publics qui sont un peu éloignés des enquêtes téléphoniques ou qui ne vont pas forcément avoir une page Internet pour se présenter à vous. Ça va être plus difficile de recueillir l'information. Le tout, c'est que ça soit contextualisé. Certes, et puis en plus, quand on n'en a pas beaucoup, si vous avez par exemple 30 certifiés, vous essayez de les avoir au téléphone, dites-leur que tout est confidentiel, etc. Donc ça, normalement, on doit pouvoir le récupérer. Hein. Je sais que c'est difficile, mais c'est exigé. Donc on nous disait aussi en question, pour la valeur d'usage, quel est le taux minimum d'insertion demandé par France Compétences? Je dirais viser le maximum. Non, le taux d'insertion dans l'emploi et dans l'emploi visé, il n'y a pas de taux minimum à ma connaissance. Non, il n'y a absolument aucun taux. La commission est extrêmement attentive à prendre en compte parfois le contexte Covid qui fait que les personnes, les individus ont préféré rester en école, en formation, que de s'insérer sur un marché du travail qui ne recrutait pas. Après, ça a été assez exceptionnel, ça. Voilà, et le tout, c'est que ça s'explique. Encore une fois, c'est que vous ayez anticipé. Mais cela dit, visez la Lune, parce que sinon, moins vous avez de taux en emploi et de taux dans le métier visé,
plus le risque est grand pour vous de ne pas vous voir Ben, renouveler. ça doit vous interroger d'abord vous-même sur votre propre certification. Certes. Est-ce que ma certification telle qu'elle est aujourd'hui définie, elle correspond encore aux besoins des professionnels? Alors, au niveau du salaire, quelle rémunération mensuelle est considérée comme une vraie rémunération? Alors là, je ne comprends pas trop bien, mais ça veut dire quand on en vit. Quand on en vit et que, voilà, quid des femmes qui souhaitent travailler à mi-temps? Bon, ça, elles souhaitent on le met juste qu'elles ont un poste à mi-temps. Donc, France Compétences ne comptera pas un salaire à mi-temps comme un salaire à plein temps non plus. Vous voyez? Après, si c'est pour faire des salaires moyens, on multiplie par 2 puisqu'il est à mi-temps et puis comme ça, on le compte dans la moyenne. Est-il possible de faire évoluer le niveau demandé lors d'un renouvellement, passage d'un niveau 5 à un niveau 6 par exemple, du fait de modifications législatives? Je vous laisse répondre, ça, Goulven. Oui, non, mais alors là, ça doit être très, très clairement aussi défini dans l'étude d'opportunité. Il se peut qu'effectivement, certaines professions soient réglementées par la justification d'un niveau Alors, de d'un qualification. niveau 5 à un niveau 6, écrit comme c'est écrit dans la... Je ne pense pas. Alors oui, non, c'est avec des chiffres normaux. D'un niveau 5 à un niveau 6, oui. Alors après, de fait de J'aurais une modifications nomenclature. législatives, faudrait voir, oui, c'est... Des fois, Ouais, des alors professions demandent... j'ai pas d'exemple concret en tête, même si on a vu dans certains secteurs, hein, pour exercer des responsabilités de dirigeant d'entreprise, il fallait justifier d'un niveau 6 et auquel cas, c'est toutes ça. ces certifications de dirigeant d'entreprise qui étaient plutôt au niveau 5, C'est ça. Tout d'un coup, on sont vous tentées de demande venir au pour... niveau 6. Mais voilà. c'est pas qu'un exercice formel, il suffit pas de dire: «Je change de niveau». Il faut embarquer, l'ensemble des éléments et notamment les référentiels pour permettre, de s'insérer sur un niveau 6. Oui. Et puis aussi, bien entendu, il y aura une période de transition, hein, notamment pour, ceux qui ont été, qualifiés au niveau 5. Alors, on s'en excuse, on dépasse un peu pour les questions, mais parce que c'est vrai que voilà, c'est trop riche, donc on a bien calculé notre coût, donc on dépasse un peu. Pour ceux qui peuvent rester avec nous, sinon vous regarderez les questions en replay aussi lors de votre accès au replay. Donc on dit, on ne comprend pas pourquoi vous dites d'enlever la ligne bloc de compétences dans le référentiel. La ligne bloc de compétences, elle n'existe pas dans le référentiel. Donc soit c'est vous qui choisissez de la rajouter, soit vous ne la rajoutez pas et vous mettez vos blocs, comme c'est demandé, dans le système d'information. Donc il ne s'agit pas de supprimer la ligne bloc, mais de ne pas l'ajouter. D'accord ? Donc, qui compose le conseil de perfectionnement? Ça peut être des acteurs de la profession, c'est des gens qui exercent le métier visé, des gens qui emploient le métier visé, des gens qui font partie des branches professionnelles concernées, des groupements d'employeurs, un ordre, l'ordre des avocats, si vous travaillez avec des avocats, par exemple. Vous voyez ce que je veux dire? Ça dépend un peu. Alors, les blocs de compétences sont donc à mentionner dans le système d'information à la rubrique « Ajouter un bloc de compétences » et on met le nom du bloc, les compétences visées, les modalités d'évaluation de ce bloc. Si mon référentiel était basé sur la version 4.2 d'une norme et que dans les 5 ans de durée de la norme est passée à la version V5.1, il faudra que j'adapte mon référentiel. Alors, ça c'est ce que j'ai dit, c'est que dans vos référentiels, vous mettez, par exemple, l'action X sera réalisée en respectant la norme en vigueur. Et dans ce cas-là, vous ne mettez pas la version de la norme, vous mettez la norme en vigueur. Donc, dans votre évaluation, vous continuerez à évaluer selon la norme V4.2 au moment de la V4.2, puis V4.1, V4.3, V4.5, V5.1, etc. Vous voyez? Ça n'a pas tellement d'impact. Vous adaptez votre référentiel, il n'y a pas besoin, puisque vous avez mis selon la norme en vigueur. Alors, comment peut-on saisir le niveau Bac plus 1? Bac plus 1, ça n'existe pas, ce n'est pas un niveau. Donc, on a un niveau Bac ou un niveau... le niveau Bac, c'est le niveau 4 et le niveau suivant, c'est le niveau 5 qui correspond au niveau suivant, au niveau 5, c'est-à-dire l'équivalent de Bac plus 2. Bon, moi, j'aime pas Bac plus 2, mais Bac plus 1 n'existe pas. Contrôle des modalités d'évaluation. Alors, quelle logique entre activité et bloc? Alors, on peut avoir une logique, une activité égale un bloc, c'est-à-dire toutes les compétences relatives à une activité professionnelle égale un bloc de compétences, ou pas, ça dépend des blocs de compétences et ça dépend des activités.
Le tout, c'est de conserver, là aussi un petit tips que je vous partage, conserver la même maille, le même effort d'écriture rédactionnelle sur l'ensemble des référentiels. Ne diluez pas l'énergie dans les référentiels, ce qui fait que on va d'abord retrouver un bloc à l'échelle de l'activité, et puis un peu plus loin, parfois, sur les dernières pages du référentiel, ben, il y a un moindre soin apporté à l'écriture en compétences. Et puis, ben, tout à coup, on a une architecture activité ben, qui répond plus tout à fait à la même cohérence ou au même degré de maille que la première partie du référentiel. Et ça aussi, ça va nous interroger. Ça va nous interroger pourquoi est-ce que le même référentiel qui traduit la même photographie d'un métier et qui a été réalisé par la même équipe, ben, en fait, ne conserve pas tout le temps le même niveau de granulé, le même niveau de maille. Et malheureusement, parfois, et je le comprends aussi, c'est un sujet d'inspiration. On va s'inspirer sur des référentiels publiés et en s'inspirant, ben, on oublie complètement que attention, l'inspiration n'est pas le plagiat, hein, mais on oublie complètement, on est plutôt sur de la comparaison, mais on oublie complètement que ben, un référentiel, c'est un tout, c'est pas quelque chose que l'on découpe et que l'on recouvrerait d'un page après. Donc voilà, le référentiel doit avoir de sa première entrée. Et On puis paye pour pas au donner kilo un qu'il fasse exemple, 10 ou 20 pages. oui, pardon. Et ben en fait, il faut qu'il soit extrêmement stable dans sa rédaction et dans son architecture. Et pour donner un exemple, par exemple, si vous avez mis une activité analyse de la demande client et une autre avec des compétences associées à cette activité, puis une autre activité production de la propale pour le client, quand vous faites un bloc de compétences, il est probable que puisque l'orientation pour choisir les blocs de compétences, c'est leur intérêt sur le marché du travail. Et sur le marché du travail, qui va faire l'analyse de la demande sans la propale ou inversement, la propale sans l'analyse de la demande? Donc probablement que toutes ces compétences-là qui sont dans le référentiel liées à deux activités différentes vont se retrouver regroupées dans un même bloc de compétences, par exemple. Par exemple. Pourriez-vous lister les modalités d'évaluation possibles? Ça, c'est un peu complexe parce qu'il y en a beaucoup, mais bon, les plus probables sur du RNCP, c'est de la mise en situation reconstituée, de la mise en situation réelle, des études de cas, le cas échéant. Après, si vous faites des études de cas sur de la compétence relationnelle, ça va être un peu compliqué à évaluer et à certifier. Quand les activités sont les mêmes, les modalités d'évaluation sont identiques, oui. Et les critères d'évaluation sont plus exigeants dans un référentiel par rapport à un autre. Peut-on créer deux certifications? Ça me paraît compliqué comme question. J'aurais pas dû la prendre. Ça me paraît bizarre parce qu'effectivement, si c'est le même certificateur, on va... Une certification, elle est orientée métier au RNCP, hein, elle n'est pas orientée... Si les activités, les compétences sont les mêmes et que le niveau d'exigence est le même, parce que derrière le métier en emploi est le même, il y a la stratégie d'évaluation apparemment, ne doit pas changer. les critères d'évaluation seraient plus exigeants dans un référentiel par rapport à un autre. À ce moment-là, ça peut être deux métiers exercés à deux niveaux... à deux niveaux différents, un niveau 6 puis un niveau 7, potentiellement. Bien, mais écoutez, je crois qu'on va s'arrêter là parce que on a quand même pas mal dépassé. L'idée, c'était de vous donner une idée des éléments qui sont importants aujourd'hui dans le cadre d'un renouvellement, parce que c'était pas forcément les mêmes éléments qui étaient mis en valeur il y a quelques années de ça. Donc, de manière à pouvoir vous donner des clés de lecture et puis pouvoir guider un peu votre renouvellement. Au demeurant, moi, je vous conseille de lire le Vademecum RNCB dans ce cadre-là, parce qu'il donne beaucoup d'indications sur les éléments qu'il va falloir mettre en œuvre. Une dernière question, c'était l'étude d'opportunité n'est pas indiquée. En fait, c'est l'étude sur le marché et le secteur qui est demandée. Donc, c'est pareil que l'étude d'opportunité. Donc, vous allez le voir
marqué dans les différents documents qu'il faut fournir pour un renouvellement. Merci beaucoup Goulven de toutes vos précisions et de toutes ces réponses aux questions. Et on espère vous retrouver rapidement donc, pour d'autres webinaires en ligne. Merci à tous. Merci, au revoir.